Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on pourrait dire que d'une certaine façon, nous sommes tous plus ou moins égalitaristes, au sens où nous sommes plutôt prêts à reconnaître le principe d'égale dignité de chacun. Donc il y a quelque chose de très fort qui va dans ce sens-là et qui nous conduit d'une manière générale et assez massive à condamner les inégalités, de manière assez forte, hein, c'est assez troublant, et selon des mécanismes relativement homogènes, puisque les catégories sociales influent assez peu, les inflexions nationales assez peu également. On a en France, hein, c'est toujours un peu étonnant de le dire aussi fortement, mais on a en France plus de 75%, près de 80%, suivant les études, de Français qui pensent qu'il y a trop d'inégalités dans la société française, et ils pensent aux inégalités sociales en premier lieu, inégalités de revenus par exemple, et qui sont plutôt favorables à ce qu'on diminue les inégalités. Et là encore, toute catégorie sociale confondue. C'est-à-dire que les gens vont dire, on est d'accord pour qu'il y ait des inégalités, mais quand même pas à ce point. Donc il y a eu ce constat-là qui est vraiment observable sur une durée assez longue, hein, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça se concrétise et ça gagne en consistance. Et puis sur la même période, et là avec l'Observatoire des inégalités, j'étais aux premières loges pour pouvoir en juger, sur la même période, c'est-à-dire au fur et à mesure que les gens vous expliquent « Ah oui, il y a trop d'inégalités, il n'y a pas assez d'égalités, il faut vraiment réduire les inégalités, il faut faire quelque chose », et on est 80% à le penser, eh bien dans le même temps, les inégalités ne cessent de se creuser. Et se creusent selon des mécanismes assez nouveaux, hein, c'est-à-dire on est sur des tendances longues. On peut dire que des années 70 au début des années 80, les inégalités ont plutôt tendance à diminuer. Par exemple, prenons les inégalités de revenus. À partir des années 80 jusque 2008, elles sont plutôt dans un rapport de stagnation, disons. Ça bouge un petit peu, mais ce n'est pas très significatif. Mais depuis 2008, on sait que les inégalités sont reparties à la hausse. Par exemple, dans le domaine des revenus et des niveaux de vie. Et elles sont reparties à la hausse de manière très intéressante. Il y a un aspect, d'ailleurs, qui a été bien documenté par l'École économie de Paris, qui tient au fait qu'il y a une sorte d'explosion des très très hauts revenus. Donc ça a bien sûr contribué à creuser les inégalités, mais ce qui est plus marquant et plus significatif, c'est que ça tient aussi au fait que, pour près de 80% de la population, il y a une sorte de décrochage par le bas. Et plus on est bas dans l'échelle sociale, plus le décrochage est fort. C'est-à-dire que plus on est avec des revenus faibles, plus il diminue encore. D'accord ? Et donc ça, c'est une sorte de hiatus qui, moi, m'a beaucoup troublé. C'est-à-dire, comment expliquer qu'on puisse être si généreux dans l'expression de notre attachement à des valeurs que vous avez évoquées, et puis que, par ailleurs, cet attachement, qui, encore une fois, s'inscrit sur des décennies, ne se traduise pas par une quelconque amélioration de la situation sociale, de l'aveu même de ceux qui s'en plaignent, d'une certaine façon. Et donc j'ai voulu faire une hypothèse un peu folle. J'ai dit, imaginons que nous soyons en démocratie et que ce soit problématique d'imaginer qu'à ce point, une société puisse aller dans un sens auquel n'adhèrent pas 80% de sa population. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces facteurs qu'on a tendance à mobiliser pour expliquer la situation sont des facteurs externes. C'est-à-dire qu'on explique ça par un dysfonctionnement du système politique, par une crise économique, par le fait que nous sommes dans un contexte très mondialisé, qu'on perd un peu de souveraineté politique dans un contexte de ce type-là, et c'est normal que les préférences des individus puissent plus s'exprimer au niveau politique, etc. Mais je me suis dit, ces explications-là, ça fait très longtemps qu'on les a, avec les résultats qu'on sait. Donc je me suis intéressé à ce qui pourrait éclairer d'un nouveau jour, en quelque sorte, cette tension-là. Et c'est là que j'ai retrouvé la thématique de Saint-Paul, ou d'Ovide, ou d'autres, Dostoïevski aussi, qui est celle qu'on appelle communément la faiblesse de la volonté. L'idée qu'il puisse y avoir un désir fort, sincère, parce que je pense que si on n'était pas sincère dans notre désir d'inégalité, on chercherait à justifier les inégalités, on ne chercherait pas à les dénoncer. Donc je pense qu'il y a un désir sincère d'égalité, et que ce désir se traduit par un comportement qui soit contribue à creuser les inégalités, et je pourrais vous, s'il y a des questions sur ce point, parler de solidarité, comment on se désengage de la solidarité publique, là très clairement on contribue à creuser les inégalités, ou alors tout simplement tolérer des niveaux d'inégalité qu'on réprouve. D'accord ? Comment peut-on accepter de vivre dans une situation qu'on conteste dans son principe même et dans ses effets ? Et ça, c'est très clairement en philosophie quelque chose qui relève de ce qu'on a appelé la faiblesse de la volonté. Et moi, j'ai voulu essayer d'écrire une autre histoire que celle-ci.
Et donc c'est pour ça que je suis repassé par le 19e siècle, par les transformations de l'État. Vous citez Médée, vous citez Dostoïevski, vous citez ce célèbre passage des Choses vues de Victor Hugo, où justement elle passe dans les rues de Paris, au milieu du 19e siècle, cette femme, un carrosse dans lequel est une belle dame, comme on dit, et puis à côté, un homme est arrêté pour avoir volé un pain. Alors on ne sait pas si la scène a été rêvée ou réellement vue par Victor Hugo, mais cette espèce de coïncidence violente exacerbe les réalités sociales du 19e siècle. Enfin, à l'époque, il y avait les philanthropes quand même. Il y avait toute une tentative privée et individuelle de gommer, enfin, d'amoindrir les inégalités. Et ça n'est pas suffisant, apparemment. Ce qui est intéressant dans ce passage de Victor Hugo, c'est effectivement ce qu'il décrit, c'est au-delà de cette rencontre des personnes, c'est le fait même qu'il y ait une sorte d'asymétrie dans les regards. C'est-à-dire, la personne pauvre voit la personne riche, et la personne riche ne voit pas la personne pauvre. Et on a Victor Hugo dans le rôle du prophète qui voit le regard non vu et qui dit « attention, ça c'est la révolution qui vient ». C'est-à-dire cette forme d'asymétrie, le fait de ne pas voir et de ne pas être vu voyant, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a encore ce type de situation? À mon sens, non. Est-ce que les très riches ne voient pas les très pauvres? Justement, ça c'est un des points importants du livre. C'est en tous les cas l'effort que j'ai voulu faire, c'est de montrer qu'on n'était plus du tout dans cette situation-là. Peut-être qu'à l'égard des inégalités mondiales, on s'aveugle sur un certain nombre de choses. Parce que tout simplement, humainement, on ne pourrait pas supporter de voir à quel point il y a de la misère, à quel point on pourrait très aisément faire quelque chose pour la soulager, cette grande misère dans le monde. Donc là, peut-être qu'il y a encore un peu des zones d'ombre et des volontés de ne pas voir. Mais il me semble quand même qu'aujourd'hui, toute la thématique de l'invisibilité, des marginaux, etc., on est sur une autre logique. Et surtout, les gens se sentent concernés. C'est-à-dire que la notion de précarité n'est plus quelque chose qui frappe un segment très minoritaire de la population. C'est quelque chose qui s'est diffusé par nos relations familiales, par nos relations sociales, et puis parce que les médias font leur travail de manière de plus en plus efficace. Donc aujourd'hui, l'inégalité n'est pas ignorée, elle est assez bien connue et elle est critiquée en connaissance de cause. Il y a des études qui le montrent. Les gens sont assez bons lorsqu'il s'agit d'identifier, par exemple, les niveaux de salaire et de se situer dans cette échelle de salaire. Donc je pense qu'on n'est précisément plus dans cette situation, et si je citais Victor Hugo, c'était pour montrer précisément qu'on avait progressé de ce point de vue-là. Mais ce que j'ai voulu faire, cette autre histoire précisément, c'était l'histoire des raisons que nous pourrions avoir, finalement, de ne pas faire ce que nous désirons. Autrement dit, je me suis dit, on est toujours en train d'accuser les gens d'être soit immoraux, soit irrationnels ou autres. Moi, ce que j'ai voulu voir, c'est, repartons du principe que les gens ont peut-être des bonnes raisons d'agir de cette manière-là, qu'ils ont peut-être des raisons morales de contribuer par leur comportement à ces situations qu'ils condamnent par ailleurs. Comme si on était dans une sorte de schizophrénie, mais qu'on assumait en tant que telle, tout simplement parce que la société, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est peut-être la notion d'insécurité psychique qui pourrait nous en parler le mieux, c'est cette tension qui nous met en situation de ne pas pouvoir réaliser ce que nous désirons, au fond. Donc j'ai essayé de rentrer dans quelque sorte le psychisme démocratique pour essayer de comprendre comment on pourrait essayer de construire une contre-histoire de cette faiblesse de la volonté. Quand on est faible de la volonté, pas irrationnel, ça suppose d'avoir une certaine conception du raisonnement. Et de dire, mais par exemple, les gens ne sont pas irrationnels tout simplement parce qu'ils jugent, et la conclusion à laquelle ils parviennent est de cet ordre, ils jugent à partir d'un certain nombre d'éléments qu'ils retiennent. Or, dans le contexte particulier qui est le nôtre, et dans la situation sur ce problème-là qui est le nôtre, ce qui m'a paru vraiment intéressant, c'est que les gens ne raisonnent pas à partir de ce qu'ils savent, mais ils raisonnent à partir de ce qu'ils pensent que les autres pensent. Et c'est ça qui crée la boucle absolument vicieuse en quelque sorte, puisque les gens, tout simplement présupposant que les autres pensent en direction du pire, eux-mêmes estiment ne pas avoir d'autre solution en quelque sorte que de se mettre dans cette même optique, tout simplement pour ne pas être les dindons de la farce d'une certaine façon, ou pour sauver l'essentiel.